Alors, bonjour à tous. Merci. Un petit peu d'émotion pour ma dernière conférence de l'année. Voilà, je voulais d'abord vous remercier d'être venus ce soir, d'être venus aux autres conférences. Je voulais par ailleurs remercier la nouvelle équipe avec qui on a préparé cette conférence. Et voilà, vous souhaitez une bonne conférence. Vous allez pouvoir en fin d'interview vous poser vos questions. Donc préparez vos questions si vous en avez. Merci d'étendre votre téléphone portable et d'accueillir chaleureusement Eric Woerth. Merci beaucoup. Alors, bonjour Eric Woerth, merci beaucoup d'être ici avec nous pour répondre à nos questions. Dans cette première partie de la conférence, je vais commencer par faire un bref récapitulatif de notre parcours académique et professionnel, en rappelant au public quelles ont été les principales fonctions et responsabilités que vous avez eues au cours de votre carrière politique. Alors, Eric Woerth, vous êtes ancien élève de Sciences Po, vous avez également fait HEC, vous avez entre autres, au cours de votre carrière politique, était secrétaire d'État à la réforme de l'État, ministre du Budget, ministre du Travail. Et vous avez également été, et vous êtes toujours, député de la 4e circonscription de l'Oise. Alors, ce n'est pas tout. En réalité, et c'est quelque chose qui est beaucoup moins su du grand public, vous avez en parallèle de votre carrière politique mené une carrière pendant plus de 20 ans dans le privé en tant que consultant en entreprise. Et j'en viens justement à ma première question. D'abord, pourquoi ce choix d'une carrière dans le privé? Et puis, de fait, on peut se demander, est-ce que chez vous, vous vous êtes toujours dit, quand je serai grand, je vais faire de la politique, est-ce que c'est une vocation, ou c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure du fait des opportunités que vous avez pu avoir durant votre carrière? Merci d'abord de m'avoir convié. Je sais qu'il est probablement un peu tard dans l'année scolaire, mais venir avant posait quelques difficultés. Il y a eu des campagnes assez longues. Notamment une campagne législative qui était une campagne de terrain très intensive, comme dans toutes les circonscriptions. Merci en tout cas pour votre accueil. Moi j'ai commencé la politique tout petit, au contraire. J'étais candidat aux élections municipales de Creil, c'était ma ville de naissance, n'a pas du tout, n'a jamais donné la majorité à la droite, donc j'étais une ville de gauche depuis toujours. J'étais candidat aux municipales, j'avais 21 ans. Puis après, j'étais tête de liste municipale 6 ans après, donc j'ai commencé tout jeune. Mais j'ai toujours voulu faire de la politique comme candidat et pas du tout comme membre de cabinet ou travailler dans l'administration française et puis essayer de faire cette passerelle qu'on connaît bien. Et c'est pour ça que j'ai privilégié des études plutôt privées, je suis une sorte de droit aussi privé, et je me suis dit que j'avais envie de faire voilà, une carrière dans des entreprises et puis à côté de m'impliquer sur mon terrain et d'essayer de devenir élu et puis sans avoir un plan de carrière très précis, j'avais moi à terme un jour l'envie d'être député. Il y avait un député très implanté chez moi et je voyais pas bien que ça puisse se dérouler très, très vite. D'ailleurs ça n'a pas été très vite, hein. J'ai été élu député en 2002, donc il y a seulement 10 ans. J'avais 56 ans, donc j'en avais 46, donc c'est pas non plus une carrière fulgurante. J'ai été élu maire de Chantilly, j'avais 39 ans. Et puis j'étais conseiller régional, voilà, j'ai suivi un cycle et une présence permanente sur mon propre terrain, parce que je crois que ce qui est intéressant, c'est de discuter avec les gens et de représenter un territoire. Et en même temps, j'étais dans des cabinets d'audit, ça n'aura pas toujours porté chance, parce que j'étais chez Arthur Andersen, qui a malheureusement terminé sa vie dans des conditions incroyables. J'ai aussi été chez Péchinet, un groupe industriel, qui était également mort, donc c'est pas non plus, je ne sais pas s'il y a un rapport au fait cause à effet, j'étais au RPR, c'est terminé, et dans le gouvernement en finance, ça s'est mal fini aussi. Pour ceux qui veulent m'embaucher, je vous conseille, je porte la poisse probablement. Donc, j'étais heureux chez Péchinet, d'ailleurs, j'ai fait 5-6 ans, c'est tout à fait fabuleux. J'ai eu une expérience avec le directeur financier du groupe Péchinet, qui s'appelait à l'époque Jean-Louis Vinciguera, et j'ai été élu conseiller régional, j'étais au service qui a d'abord d'audit interne, et puis après de négociations financières, fusion-acquisition au niveau
du groupe lui-même. Et je vais lui voir tout tremblant, parce que c'est un personnage. J'avais un bureau à peu près en face, et je lui dis voilà, je viens d'être élu conseiller régional, j'avais 29 ans, et il me dit bravo, les jeunes cadres doivent faire la politique, c'est très important. On parlait pas encore à l'époque d'engagement citoyen à tout bout de champ, enfin, on disait c'est très très bien, il y a trop peu de cadres, de jeunes cadres en politique. Je dis justement, je suis content que vous le preniez comme ça, parce que je voudrais passer à 80% de mon temps, parce que c'est siège le vendredi, je suis un peu obligé. Il me dit oui, mais ça c'est vraiment pas possible. Ça c'est vraiment pas possible. Donc c'était au fond ma première expérience d'essayer de faire fonctionner ensemble à la fois un engagement dans une entreprise classique, tout jeune débutant, et puis en même temps un engagement public. Et puis à un moment donné, les deux se sont rapprochés. Notamment, je suis rentré au cabinet d'Alain Juppé en 1995. Ça a duré 2 ans, en 1997. C'est mal fini aussi. Et donc je suis reparti dans le privé, où j'ai été chez Andersen et chez Bossard Consultant, notamment. Je n'ai pas été ministre du budget, je tiens à dire, parce qu'à l'époque, il y avait le ministère du budget, de la réforme de l'État, des comptes publics. Donc c'est très très important que la notion de compte dans son ensemble, et pas uniquement un compte de l'État, mais aussi le compte de la sécurité sociale, soit intégré. C'était la première fois. Jérôme Cahuzac, le ministre, lui délégué au budget, qui n'est plus le ministère plein, a pu récupérer les comptes publics aussi. Et puis il y avait la fonction publique, et je pense que c'est très intéressant d'avoir l'idée des moyens de fonctionnement de l'État, moyens humains et moyens financiers. Alors, deuxième question, un peu sur le même sujet. On voit aujourd'hui qu'HEC est une école qui est peut-être de plus en plus à la mode. D'une part, les cadres dirigeants des entreprises sont très souvent issus de cette école, mais même dans la politique, de plus en plus de profils sont issus de cette école. On peut le voir avec l'actuel président de la République. Moi, j'aimerais vous demander, est-ce que vous pouvez nous expliquer les apports de cette formation, qui est peut-être moins classique effectivement que celle d'un énarque, qui semble la formation la plus naturelle quand on veut exercer des responsabilités d'État. Mais est-ce que ça ne vous donne pas justement une couleur, une spécificité? Et est-ce que ça vous a apporté quelque chose, entre autres, dans votre travail de ministre? Oui, je trouve qu'on n'est pas poussé à l'arrogance quand on sort de HEC par rapport à l'ENA. Une sorte d'arrogance de la haute fonction publique à certains moments qui peut être assez compliqué à gérer les HEC, donc pas le sentiment par principe qui forme l'élite de la nation et que la voie est tracée. La voie n'est pas tracée. Entrer dans l'entreprise, c'est compliqué, il faut y faire son trou, on a au fond tout à apprendre au début. C'est pas le cas souvent pour ceux qui choisissent l'ENA, c'est une très grosse différence d'appréciation. HEC ne cultive pas cette idée. Peut-être que l'ENA la cultive moins qu'à mon époque. Je parle évidemment de l'époque dans laquelle j'ai vécu dans ces écoles. Je ne peux pas dire aujourd'hui de quoi c'est, parce que je l'ai tutelle de l'ENA en plus. Mais vraiment, c'est très très important. Ça m'a plutôt appris à l'humilité et à se dire aussi que oser était une bonne chose. Il faut oser entreprendre, oser mener une carrière, prendre des risques. Et ça, c'est un point, je trouve, assez majeur, et qu'il faut aussi une méthode de travail. Et Sciences Po est un bon complément pour ça. Parce qu'il faut vraiment une méthode de travail en tout, compte tenu du fait qu'il y a une floraison de problèmes. Il faut de plus en plus avoir de vraies méthodes de travail et puis des objectifs assez précis, parce que vous ne pouvez pas en mener 15 ou 20 de front, et qu'il faut aussi délivrer. À un moment donné, il faut rendre un produit. Il faut que les choses se terminent, qu'un dossier soit bouclé, et qu'il se termine et qu'il ne soit pas ouvert comme ça pendant très longtemps. Ça m'a appris beaucoup de choses, une intervention. Merci. Alors, il y a quelque chose d'assez paradoxal quand on lit votre CV, c'est que d'un côté vous avez exercé des responsabilités très importantes au niveau de l'État, et pourtant vous êtes très mal connu des Français en définitif. Vous avez parfois l'image de quelqu'un d'assez discret, et pourtant de l'autre côté, on a rarement vu un ministre du budget redescendre de son bureau à Bercy en rappel sur la façade du ministère. Je ne sais pas si on peut voir la photo, mais bon, c'est quand même quelque chose d'assez spécifique. Donc, en définitive, ma question est, quel est en fait le vrai Rivert? C'est plutôt le premier ou le deuxième? Bon, c'est un peu des deux. Quand vous faites de la politique, vous n'avez pas non plus envie de vivre dans l'ombre totalement, parce que ça ne peut pas marcher, vu qu'il faut communiquer avec la population. Vous communiquez
communiquez pas vis-à-vis des clients comme dans l'entreprise. Vous n'êtes pas directeur financier d'une entreprise où la réalité des choses, vos rapports sont avec les banquiers, vos propres patrons. Non, c'est pas ça. Vous êtes élu. Vous êtes bien obligé de faire savoir ce que vous faites et de faire savoir publiquement. Donc c'est pas un problème d'égo. Moi, ça va être un peu... pas d'égo, me semble-t-il, très particulier. C'est d'ailleurs en soi plutôt un handicap dans la vie politique. Mais en même temps, il faut être très, très présent et bien connu. Mais ça, c'était drôle. C'est tout simplement des pompiers qui sont venus me voir un jour, me disant on est à Bercy, personne ne s'intéresse jamais à nous, on fait des exercices, on voulait vous le dire. Et quand vous êtes à Bercy, vous avez beaucoup de gens qui sont placés sous votre autorité, et c'est bien aussi pas uniquement d'être dans vos dossiers budgétaires ou dans tous les autres dossiers qui vous accablent, mais aussi de regarder ce qui se passe autour de vous, comment fonctionne votre propre administration. Et je leur dis que si un exercice, je viendrai, ça fait celui-là, et comme je l'ai en tête, c'est pas vraiment très difficile, pour tout vous dire, vous laissez glisser le long d'une corde, donc c'est pas très compliqué, mais c'était plutôt amusant, et j'ai pris du plaisir. Alors vous rappeliez tout à l'heure que effectivement le ministère dont vous avez été chargé n'était pas effectivement uniquement le budget, mais son périmètre d'action était particulièrement important, et que la Sarkozy à ce moment-là souhaitait effectivement réunir dans les mains d'un seul homme tous les moyens publics concernés. Et cet homme à ce moment-là c'était vous. J'ai envie de vous demander, quand on passe de député à un ministère de cette taille-là, par quoi on commence déjà, et est-ce qu'il y a une réaction particulière ou pas? Une période d'apprentissage, il ne faut pas se le cacher, mais pour toute nouvelle fonction, il y a une période d'apprentissage. Il ne faut évidemment pas qu'elle soit trop longue. Donc la première préoccupation, en réalité, c'est de vous faire expliquer les choses par vos collaborateurs, par l'administration, par le cabinet que vous mettez en place en 2 ou 3 jours, et le faire assez méthodiquement. Alors quand c'est des très très gros ministères avec des sujets très techniques, évidemment ça prend un peu plus de temps. Et c'est nécessaire pour d'abord commencer un peu à surnager, pour répondre aux premières questions, mais c'est surtout nécessaire dans le temps. Ne croyez pas que ça se fait en 3 jours, ça se fait au fond en quelques semaines et quelques mois, puis vous progressez tous les jours. C'est aussi pour orienter, c'est pour prendre des décisions. Parce que vous pouvez être soit le porte-parole de votre administration, il y a plein d'idées, il y a plein de dossiers dans les tiroirs qui dorment depuis 10 ans, ils sont ratifiés. Donc on peut très très bien être juste le seul communicant de votre administration, de votre cabinet. C'est une option. Elle n'est pas très dangereuse, pour tout vous dire. Et elle peut d'ailleurs être assez bien perçue par la presse. Mais elle n'est pas non plus celle pour laquelle vous êtes battu et celle que vous avez rêvé d'exercer. Vous essayez d'agir sur les choses. C'est votre rôle, c'est celui que souhaitent vous voir jouer les Français. Et donc à ce moment-là, vous commencez évidemment souvent à gêner, à rendre compliqué les choses. Et pour ce faire, il faut bien dominer sur le plan technique, parce que c'est impossible de faire autrement. On fait la fusion, par exemple, de la direction des impôts et de la direction de la comptabilité publique. C'est 130 000 fonctionnaires, tous extraordinairement syndiqués, avec des maisons très fortes dans leur identité, avec énormément d'implantations territoriales, beaucoup de systèmes de carrière très différents. J'aurais pu laisser tomber, je n'ai pas voulu laisser tomber parce que je pense que c'était l'intérêt général. Aujourd'hui, ça marche très bien, ça s'appelle la DGFI. Mais ceux qui sont aujourd'hui maintenant mes successeurs vont continuer à s'en occuper. Je me suis beaucoup battu contre l'évasion fiscale, ça m'a suffisamment valu d'articles de journaux dans toute la presse, et je suis fier de l'avoir fait. Très très fier de la faire. J'aurais pu laisser les gens agir, les fichiers sans lendemain. J'ai pas voulu le faire, et j'ai voulu au contraire en faire une politique de l'État, etc., etc., etc. Donc si vous voulez agir sur les choses, il faut un peu brusquer, et il faut donc avoir une compétence technique. Alors le ministre, il ne doit pas descendre trop profondément. Vous pouvez descendre, il faut un peu creuser, quoi. Il ne faut pas rester à la surface des choses. Ça c'est très très mauvais, je trouve. Donc il faut creuser de 20 ou 30 cm, et c'est tout à fait suffisant. Si vous commencez à vouloir creuser 1 mètre, vous devenez un hyper spécialiste, et à ce moment-là, ça ne sert à rien. On n'attend pas non plus d'un homme politique qui soit un hyper spécialiste du sujet. Il doit suffisamment bien connaître le sujet pour en accompagner l'évolution. Alors, dernier sujet avant de passer la parole à Julien et Vincent. À la suite de cela, Nicolas Sarkozy vous a chargé de mener la réforme des retraites, qui est alors une réforme ultra impopulaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement, en quelques mots, comment est-ce que dans un ministère on réfléchit, on met en place une réflexion pour une réforme de cette ampleur? Réforme ultra impopulaire et en même temps ultra nécessaire. La question ne se pose pas. J'étais sur le fond totalement sur cette phase. Le président a souhaité, il a considéré que j'étais le mieux à même de la mener.
En fait, les choses vont très vite. Vous emmenez votre cabinet quasiment de Bercy au ministère du Travail le lendemain. Vous campez dans le ministère que vous venez d'arriver, et puis vous vous demandez en quoi peut consister la réforme des retraites. Parce qu'elle n'était pas prête, parce que si elle avait été prête, on serait à ce moment-là fuité partout, et donc évidemment il n'y avait rien de prêt. Et donc on a commencé à travailler, là aussi méthodiquement, puisque l'objectif c'était quand même d'équilibrer notre système de retraite. Tout ce qui est payé à crédit ne fonctionne pas. Donc, la charité à crédit, ça ne marche pas. Hein. À ce moment-là, c'est ceux qui ont fait la charité qui la payent la première. Donc la générosité publique, les systèmes sociaux, tout ça c'est très très bien, sauf qu'ils doivent être équilibrés sur le plan financier. Il y a un système de retraite qui n'est pas équilibré, c'est mettre en cause tous les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. C'est tout à fait impossible. Et donc on a regardé les problèmes d'âge, on a regardé ce qui se passait à l'extérieur, et puis après la retraite ça devient très technique. Plein de sujets. On a regardé le problème de la pénibilité, on a fait une réforme de la médecine du travail en même temps. On a progressé par grands silos de compétences, avec des spécialistes dans chacun, et puis avec une communication la plus forte possible, sachant qu'on a commencé à communiquer sur l'idée que la réforme serait juste, parce qu'on savait très bien que la première caricature qu'on en ferait, c'est que c'était une réforme injuste, puisque c'est une réforme d'effort. S'il y a des efforts, c'est toujours injuste, et puis évidemment beaucoup de concertation avec les syndicats et avec les partis politiques. Contrairement à ce qu'ont dit les syndicats d'ailleurs, l'idée n'était pas d'avoir une négociation avec les syndicats, ils n'en voulaient pas. Ils n'en voulaient pas, ils m'ont demandé de ne jamais faire de négociation sur le sujet. J'étais assez d'accord, parce qu'il fallait bien que je progresse. Par contre, on est descendu dans le détail avec chaque syndicat. C'est la première fois qu'on parlait au fond de fiscalité aussi avec la CGT. On a parlé des heures. C'était pas mal d'avoir été à Bercy avant, parce que j'avais pas de problème de chiffrage, j'avais pas de problème de compréhension des comptes sociaux, des comptes publics. Je n'avais aucun besoin de tout cela. Ce qu'aurait eu au fond un ministre du Travail qui ne serait pas venu de Bercy. Et justement, à ce sujet, vous parliez de la distinction entre solidarité et responsabilité. Je me rappelle, pendant les débats au Sénat pour la loi de la réforme des retraites, de la réponse que vous avez faite à Pierre Mauroy, qui est, je rappelle au public, un ancien Premier ministre socialiste qui a justement fait voter la retraite à 60 ans. Et alors, vous lui répondez cette phrase-là, dont je me rappelle très bien, c'est « Monsieur le Premier ministre, on ne gouverne pas avec de la nostalgie ». Et j'ai envie de vous poser la question suivante. Qu'est-ce que vous répondez aux hommes et aux femmes français qui, après 40 ans d'un travail répétitif et éreintant, ont ni envie ni la possibilité de continuer pendant 2 années supplémentaires? Qui vivent plus longtemps. Qui vivent beaucoup plus longtemps qu'au moment où Pierre Mauroy a fait voter la retraite à 60 ans, et qu'ils ont devant eux une retraite bien plus longue que les travailleurs de l'époque. Et qu'aujourd'hui, il faut prendre en compte cela. C'est pas une photo, c'est une vidéo. Et qu'aujourd'hui, on gagne beaucoup d'espérance de vie chaque année, et que le système de retraite, ce serait formidable qu'on puisse tous partir en retraite à 50 ans, à 45 ans, à 40 ans, je ne sais pas quel est le bon âge au fond, sauf qu'il faut juste la financer. Et je crois en un pays qui travaille, je crois aussi en un pays qui finance les systèmes de solidarité. Si vous mettez sur les jeunes générations des charges trop lourdes, alors elles sont totalement accablées avant même d'avoir commencé à travailler. Un système, la justice, c'est d'abord de financer soi-même ce qu'on se donne à soi-même, pas de faire financer par les autres et à remettre à demain. Et j'ai dit ça à Mauroy parce que, d'abord, j'ai évidemment beaucoup de respect pour Mauroy, c'est un militant socialiste tout à fait sincère, et beaucoup de respect pour ce qu'il a été, mais en même temps, il a fait une erreur d'avancer cette réforme, cette retraite de 65 à 60 ans quand même. Donc c'était quand même un truc absolument gigantesque, sans financement possible, et que en même temps, 60 ans n'était pas un chiffre rond. Enfin, c'est un chiffre rond, mais qui n'a rien. Enfin, en quoi c'est un tabou, quoi. Aucun tabou. Le tabou, il est dans le système par répartition, dans le pacte social républicain qu'on essaie de tous partager. C'est le système par répartition. Alors, si on veut un système par capitalisation, c'est autre chose. On a un droit à la retraite, puisqu'on a cotisé tous les ans, et j'ai bien compris que c'est pas vraiment ce qu'ils voulaient. Donc si c'est un système par répartition, c'est un système de solidarité. Donc il faut qu'il y en ait qui puissent recevoir, mais il faut qu'il y en ait aussi qui puissent payer. Et payer à peu près normalement, qu'il n'y ait pas des charges absolument insoutenables. Et c'est ce que j'ai voulu dire à Pierre Mauroy. La clé de voûte de notre retraite, c'est le système par répartition. C'est pas l'âge. L'âge est une variable d'ajustement. C'est tout. Évidemment, il faut prendre en compte la pénibilité des carrières et des métiers. On est le seul pays aujourd'hui à le faire. Seul pays.
Mais là aussi, ça pourrait être profondément injuste. Un mauvais système de prise en compte de la pénibilité, c'est au fond la retraite à 60 ans pour tous. Car tout le monde trouve que c'est pénible de travailler 1 an ou 2 ans de plus. Malheureusement, la vie n'est pas celle-là, il faut aussi faire des efforts. Merci Eric Vivert. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Je laisse Julien et Vincent pour les questions d'actualité politique et économique. Merci beaucoup Antonin. Julien va me rejoindre pour commencer tout de suite avec une conclusion un petit peu des différentes élections qu'on a pu avoir ces derniers mois. Bonsoir Eric Vivert. Donc, déjà, je voulais vous féliciter pour votre score aux législatives. Donc, vous avez été réélu avec près de 60% des voix. Cependant, mis à part votre victoire, l'enseignement principal des élections présidentielles et législatives, c'est la victoire de la gauche. Alors, vous avez fait partie de la cellule riposte de l'UMP qui regroupait les principaux conseillers de Nicolas Sarkozy durant la campagne. Vous étiez donc au cœur de la stratégie de la droite durant ces élections. Alors, avec le recul, quelles ont été, selon vous, les erreurs du candidat Sarkozy? La ligne Buisson très droitière a-t-elle évité à la droite un score humiliant, ou bien a-t-elle conduit votre camp à la défaite? Bon, d'abord, on a perdu, ça c'est sûr. Je trouve que Nicolas Sarkozy a perdu avec beaucoup de panache. Alors, je ne fais pas l'objectivité la plus pure, j'ai cette part de subjectivité et d'affection, mais en même temps, je trouve qu'il partait de très très bas. Quand on regarde les sondages, il n'avait pas totalement tort, mais si on prend les fourchettes de sondages 6 mois avant, on était plutôt dans du 60-40, ou pas loin de cela, et éventuellement même plus. Donc Sarkozy, il a lentement grappillé au fur et à mesure, demi-point par demi-point. Et puis il y a eu 15 jours, 3 semaines de campagne officielle où tout le monde avait exactement le même temps de parole. Et donc 90% du temps de parole, c'était du Sarkozy bashing, et puis le pauvre président qui essayait de surnager. Ça a totalement gelé sa progression, et on a vu le score de Hollande repasser devant lui au premier tour, ce qu'on ne pensait pas. Bon, c'est comme ça. Je ne crois pas qu'il ait fait d'erreur stratégique. La preuve, c'est qu'il n'a pas été si loin de ça, de l'élection, pour un président qui a affronté 4 ans de crise. Il ne faut quand même pas l'oublier.